Retour vers le battle. Bonjour tout le monde, ça y est, il est enfin sorti. Quel soulagement mon dieu, c'était si long à faire. On va pouvoir passer à tous les autres projets qui s'entassaient, mais avant, disons au revoir comme il faut au battle, avec un gros retour vers le battle. Bon, du coup je la refais. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Retour vers le battle, un format pas du tout copié sur les DTC lunatiques pour expliquer les punchlines des RBG. Ce coup-ci, il s'agit donc de Sanjuro contre Mad Max, le battle qui n'est pas le battle de l'année selon certaines personnes. Si on met le sel de côté, c'est assez intéressant les réactions qui ont fleuri à sa sortie. Vous l'avez pris comme un battle extrêmement différent d'habitude et difficile d'accès alors que je le trouve hyper classique. Pour être honnête, ce battle, je lui trouvais juste un super texte. Pendant sa prod, j'étais emballé vite fait. Mais c'est au moment de le monter que je suis vraiment tombé amoureux de Sanjuro contre Mad Max. C'est tellement le clash le plus qualitatif que j'ai jamais fait. Le battle a une vraie synergie entre son texte, son montage et son instru. Je pense honnêtement que je pourrais jamais faire mieux que ça, mais dans le sens où je le trouve bien supérieur à ce qu'est le battle de Sanji contre Tortue Géniale par exemple. À voir si dans 6 mois je dis toujours ça, en tout cas extrêmement fier de ce qu'il est, et extrêmement fier de ce qu'il dit. C'était évident que ni le match-up ni les persos parleraient à grand monde, vous êtes une communauté avant tout portée sur les animés et sur les jeux vidéo, donc rien de surprenant, mais je pense que si vous avez ressenti cette aura si particulière, c'est que ces univers qui vous sont inconnus sont peut-être plus faciles d'accès que prévu, car en réalité les deux sont à l'origine d'énormément de choses que vous connaissez. Avant de commencer, je tiens à remercier chaleureusement la petite équipe qui a taffé avec moi sur ce projet, à commencer par Zen et son instru qui a drivé le ton du projet, Sind pour tous ses dessins absolument bluffants qui resteront les meilleurs dessins de rap battle sur internet, bien sûr à Taiji pour sa super performance en tant que Mad Max, et enfin Greenfor pour avoir délivré son tout dernier mixage pour RBG, chapeau mon ref et merci encore. Le concept. Pour que vous compreniez bien de quoi il retourne, je vais vous expliquer comment j'ai trouvé l'idée. Je voulais un battle avec du cinéma japonais, Sanjuro étant mon personnage préféré de cette époque, c'était assez simple, mais contre qui? Alors bordel qu'on a galéré, mais Zen et moi avons fini par se mettre d'accord sur Mad Max. Alors pourquoi? Parce que les deux sont des vagabonds, des solitaires, qui voyagent là où la vie les mène, trimballés d'aventure en aventure, ils ne revoient jamais ceux qu'ils aident, parce que oui, toujours héros malgré eux, leurs vraies intentions sont difficiles à cerner. La survie à tout prix, mais la survie de tous les innocents d'abord. Tous deux sont déchus de leur ancien statut et évoluent dans un monde sans foi ni loi, influencé par le genre du western. Chacun est excellent dans un seul domaine, la conduite pour l'un et le maniement de la lame pour l'autre. Les personnages. Sanjuro est sûrement un des personnages fictifs les plus influents de l'histoire. Il provient de 2 films réalisés par le légendaire Akira Kurosawa, d'abord Yojimbo en 1961, puis Sanjuro en 1962. C'est la première fois que l'Occident découvrait ce personnage classique du Ronin, vieux samouraï invincible qui irrigue aujourd'hui tous les animés de votre animelist, qui eux-mêmes descendent des mangas qui ont été influencés par Sanjuro. Grâce à lui, on a eu aussi droit à une nouvelle vague de western, mais j'en parlerai plus tard. Bref, Sanjuro, il est incontournable. Honnêtement, on sait presque rien sur lui. C'est fait pour, il est une silhouette grabataire à la recherche de saké, et c'est tout. Cependant, durant ces 2 aventures, on apprend à le connaître. Alors, Sanjuro est un épéiste redoutable, quasiment invincible. Il va jouer avec ça pour être recruté comme Yojimbo, un garde du corps. Dans le premier film, il arrive dans un village en pleine guerre civile, scindé en 2 clans de Yakuza qui se disputent le territoire. Tous les habitants ont pris parti. Afin de sauver sa peau et accessoirement le village, il se vend auprès d'un groupe puis de l'autre. En fait, il se fait passer pour le garde du corps au service des 2 camps sans que eux ne s'en aperçoivent afin de les manipuler. Dans le deuxième film, Sanjuro dort tranquillou dans une maison dans les bois, qui est en fait un lieu de réunion secret entre les élites d'une ville. Il comprend que ses dirigeants veulent assassiner les samouraïs d'un clan pour pouvoir tout diriger. Il va alors aider le groupe de 9 samouraïs à vaincre par la ruse et non par la force, ce que les jeunes hommes ont du mal à faire, forçant Sanjuro à reprendre du service et de découper des têtes. À la fin des 2 films, le vieux Ronin repart, toujours le même, sans savoir où. Sanjuro est malin, très malin, il s'invente même ses noms en fonction de là où il est, et manipule, triche et bafoue son honneur sans aucune hésitation. Sa posture est devenue célèbre et c'est le rôle le plus connu de l'acteur japonais le plus connu, Toshiro Mifune.
Sanjuro aime dormir, boire du saké, mais il n'aime pas se battre. Il n'a rien de poétique ou de beau, mais il est trop cool. En dire plus serait gâcher la surprise du texte. Allez mater ces deux films, ils sont vraiment formidables. Max Rokatansky est un policier père de famille qui patrouille dans sa petite ville d'Australie. Avec son moteur V8, c'est le plus rapide. Mais voilà, dans sa réalité, la violence a explosé et aucune rue n'est plus sûre. Un gang en particulier va détruire sa vie. Son meilleur ami, sa femme et son fils vont connaître la mort suite à leurs attaques. Max se venge et devient ce qu'il pourchassait, un meurtrier de la route. Voici l'histoire du premier film Mad Max, réalisé comme tous les autres par son créateur George Miller en 79, mais l'univers est surtout connu pour son deuxième film, Punk et Sauvage, qui part du principe que des années plus tard, une guerre atomique a ravagé la surface du monde. Du post-apo, la saga devient alors une référence classique du genre pour des films comme Conan le Barbare, ou même des licences telles que Borderlands et Fallout. Max est appelé Mad Max, rendu paranoïaque et sombre par ces événements. Il dirige son bolide accompagné de son chien dans les terres dévastées à la recherche de l'essence et de pièces vitales pour son véhicule. Il rencontre tout un tas de tarés à moitié mutants qui l'embarquent à chaque fois dans un calvaire total où Max devra faire équipe avec les habitants ou des clans qui ne veulent pas sa mort pour s'en sortir. Le personnage est très charismatique, viril et dangereux. Il n'a rien d'une mauvaise personne, mais faut pas l'emmerder. Il parle que très peu en fait, a pas mal d'hallucinations et tombe parfois dans des accès de rage assez violents. Le film le plus apprécié de sa licence est Fury Road, donc le plus récent, qui est très différent des autres en fait. Il est beaucoup plus vénère, plus rapide. Le film n'a pas ce côté un peu vide des autres productions. Le personnage de Max est très différent d'ailleurs. Donc Max est une sorte de fantôme errant, hanté par son passé, et qui fuit le plus loin possible. Voilà, maintenant que vous avez rencontré ces deux personnages, on va pouvoir passer au texte. A battle of Ga, Sanjuro versus Mad Max. Ouais, c'est toi Max, le gérant d'en face m'a filé le max pour que je te fasse payer. Il paraît que tu veux les vagabondes, on est deux. Enfin toi tu te fais choper toutes les 2 secondes. Sanjuro interpelle Max alors qu'il joue son rôle de garde du corps. Max aurait encore volé quelque chose, il est temps de payer, dans les deux sens du terme. Sanjuro rassure un court instant Max en disant qu'ils sont les mêmes en fait. Ils ont besoin de filouter pour survivre, une vie de vagabondage et d'errance. Cependant, Max est beaucoup moins fort que Sanjuro puisque dans chacune de ses aventures, Max perd la totalité de ses biens, de ses amis, etc. T'as amassé des valises et t'as ramassé, en fait tu passes plus de temps tôle que quand t'étais policier. Sanjuro développe un peu plus. Max se fait voler absolument tout dans chaque film, lorsqu'il ne devient pas lui-même une propriété. Ainsi il peut faire la blague du flic en prison, car Max était un policier avant l'apocalypse. Cependant c'est aussi un jeu de mots avec la tôle, la matière première dans l'univers de Mad Max. C'est qu'une ordure qui en pilote une, mais y'a que pour dérober des déchets aux autres que tu finis premier. Sanjuro va beaucoup comparer Max aux déchets pour le rabaisser. Pour lui, de son œil d'ancien samouraï, il n'est que vermine. Ici, Sanjuro détruit complètement Max. Il dit que c'est une ordure, notamment parce que Max est vraiment prêt à tuer n'importe qui pour survivre, contrairement à Sanjuro, qui conduit une ordure, la voiture de Max dans un état assez lamentable. Il va encore plus loin en parlant du but de Max, à savoir récupérer et voler des pièces de ferraille ou autres dans le but de survivre, domaine dans lequel Max est très fort. Sanjuro blague sur le fait qu'il n'est le meilleur en rien d'autre, notamment en course, puisque voiture, tout ça. Chez moi les gens vivent mal, même à la capitale, mais t'es plus primitif que notre système féodal. Sanjuro se déroule dans l'ère Edo du Japon, lorsque les différentes provinces étaient régies par des daimyo et leurs seigneurs, qui prenaient encore beaucoup aux paysans, provoquant une grande pauvreté. Sanjuro compare cette époque difficile à celle de Mad Max, qui est bien pire, puisqu'il ne s'y passe que des horreurs entre clans formés autour de fausses divinités, des gangs de tueurs et des mutants, etc. Mad Max se passe dans le futur mais semble être un retour dans le passé assez sordide. Ronin errant habitué aux épaves, je t'aurais pas marché dessus si t'avais pas la tête d'un cadavre. Un Ronin est un ancien samouraï qui a perdu son maître et qui erre sans travail. C'est l'unique information qu'on a de Sanjuro, qui dit à Max que s'il avait pas l'air aussi exténué et mort, il ne lui aurait pas marché dessus. C'est un moyen assez méchant de le traiter de vermine encore une fois. Oh,
Théma, y'a de la boue sous mes guettas. C'est un bon carburant, t'es sûr que t'en veux pas? J'essaie d'aider, tu passes ton temps à gratter le bitume pour y décoller ta femme en genre de geste d'amour posthume. Clairement une des strophes les plus violentes du Ronin. Sanjuro interpelle Max et lui indique avoir de la boue sous ses tongs traditionnels, les guettas. En fait, il propose la boue à Max comme carburant pour sa voiture, il se moque clairement de lui, parce que comme dit précédemment, Max utilise tout ce qu'il peut. Sanjuro dit que c'est parce qu'il voit Max gratter le bitume, la route donc, pour y décoller sa femme. C'est une image évidente car Jessie, la femme de Max, est tuée à la fin du premier film par le gang des aigles de la route. Sanjuro se fout de sa gueule en clamant que c'est un geste d'amour posthume, c'est-à-dire une preuve d'amour de Max à sa femme après sa mort, qui peut signifier deux choses. Soit Sanjuro accuse Max de ne pas avoir pris soin d'elle quand elle était en vie, soit il l'accuse de faire des choses avec les cadavres. À vous de juger. J'affronte le Max que personne ne connaît. Le dernier était bien mais c'était pas celui où t'es. Facile d'être célèbre parce que son héritage est fou. Mais toi Max, t'es celui dont même Mel Gibson se fout. Enfin, Sanjuro s'attaque à l'héritage de la licence Mad Max. Alors le souci avec ça, c'est que beaucoup connaissent que Fury Road en fait, le dernier film sorti en 2015. Je suis sûr que c'est le cas de pas mal d'entre vous, et bien dans ce film, le personnage de Mad Max est complètement différent. Déjà c'est pas le même acteur, à savoir Mel Gibson, mais Tom Hardy. Ensuite, le perso n'a pas du tout le même caractère, c'est pas son histoire à lui, en fait il est presque figurant dans celle du personnage de Furiosa qui est joué par Charlize Theron. Sanjuro se paye sa tête en l'accusant de se servir de la fame de Fury Road, qui a le meilleur score critique de la saga, pour se mettre lui-même en avant. Il conclut sur un jeu de mots à propos de la folie, qui prend une grande place dans l'univers de Mad Max, en disant que si l'héritage est assez conséquent, le personnage classique de Max est malheureusement très peu connu de la New Gen, et que personne ne le réclame, notamment son acteur fétiche Mel Gibson, qui n'a pas rempilé pour le rôle. Waouh, tu te crois fort? Tu fais plus de bruit que le moteur de mon Interceptor. Ma légende est fausse, c'est toi le dernier V8 ou plus qu'un vestige. Les samouraïs se court-circuitent. Il démarre sa partie de façon très maussade. Il dit que à force de faire le Cador, Sanjuro ronfle plus fort que le moteur du V8 de sa voiture, censé être le plus rapide des moteurs restants au monde, c'est dire. Mais il ne s'arrête pas là. Max fait mention de la légende autour du V8 pour la léguer à Sanjuro. Ce culte de l'univers de Mad Max concerne le moteur, comme Sanjuro dépasse le sien en termes de bruit, le Ronin devient donc ce dernier pilote de V8, dernier représentant de la caste des Ronin, car son histoire se déroule pendant la dernière période féodale du Japon, alors que la période de paix fait disparaître peu à peu les samouraïs. Ils ne sont plus que vestiges, ce qu'était également Mad Max pour l'ancienne civilisation. Pas mal hein. En plus, petit jeu de mots avec court-circuit because la voiture. Je suis pas un chien qu'on engueule, mon chien je lui parle mieux, on travaille main dans la gueule. Ah ça y est, il s'énerve. Max refuse qu'on lui parle comme de la merde, quand même à son chien il parle mieux. Oui, dans Mad Max 2 il est accompagné de son dogo. Max joue sur l'expression travailler main dans la main, car c'est surtout une ref au chien qui apparaît dans Yojimbo avec une main dans la bouche. Si tu crains d'être irradié, t'es fini. J'ai fui la bombe, ouais, mais c'est ton pays qui l'a subi. Il a bien compris que le Ronin ne voulait pas trop l'approcher et le dénigrait pour son état. Il réplique avec une punchline, mon gars, dans les terres dévastées de Mad Max, tout est détruit, vide, irradié de bombardements passés. Mais lui, c'est fictif. Au Japon, c'est réellement arrivé, donc de façon méta, c'est toute l'équipe du film de Sanjuro qui a travaillé dessus, qui est proche de toutes ces choses-là, dont le Ronin semble avoir peur. Pour ceux qui n'ont pas capté, je parle du bombardement de Hiroshima et Nagasaki. Bonjour. T'as fait la guerre, moi je l'évite. Tu tues par choix, pas par survie. Me reproche pas d'aller trop vite. En 6 mois, ta suite est défilée. Petit moment un peu parler chanté onirique, je sais pas trop comment appeler ça. Mad Max, en de très courtes phrases, instaure une opposition fondamentale entre lui et son adversaire. En effet, Sanjuro est un combattant qui se définit par sa force au combat. Max, lui, ne veut tuer personne, surtout qu'il n'en a jamais le choix. Dans le deuxième film de Sanjuro, tout tourne autour de cette question de choix quant à la responsabilité d'avoir tué pour rien. Puis Max répond à la line de finir en premier. Sanjuro ne devrait pas rire de ça, quand son équipe a littéralement mis 6 mois pour pondre la suite de Yojimbo. Il s'agit de l'unique commande du studio que réalisera Akira Kurosawa, ce qui n'est pas forcément reluisant. Et pour ceux qui trouvaient un petit peu le flow de Mad Max très étrange, je suis d'accord, il est très spécial. Mais c'était aussi ce côté très peu habitué au rap, comme s'il était invité dans un rap en fait et qu'il n'avait pas du tout l'habitude de faire ça et qu'il parlait à moitié. Le contraste correspond très bien avec Sanjuro qui lui a vraiment un flow très old school, très rap, très tenu. Et honnêtement, je peux comprendre que vous trouviez que ça soit un défaut, mais
Du coup c'est un peu voulu et c'est un petit peu la même démarche que Coraline contre Shiro pour les trucs qui dénotent un peu qui sont voulus. Là pour le coup même si ça peut desservir l'audio, je trouve que ça représente tout à fait le personnage et c'est ce que je voulais faire. T'as de l'estime pour personne à part toi. Tu joues la vie des gens pour avoir un toit. Les numéros comme toi, je les foutais en prison. Donc, normal que t'aies pas de prénom. Ensuite, Max enchaîne Sanjuro en décryptant son caractère. Un fais ce que je dis, pas ce que je fais, ambulant ce mec. Il est vrai que le Ronin a tendance à beaucoup trop sous-estimer tout le monde, ce qui le met dans des positions assez difficiles à chaque fois. Pour lui, tout est un jeu très sérieux, car même s'il fait tout pour sauver la vie des gens, innocents, il n'hésite pas à sacrifier un pion pour y parvenir. On ne sait pas vraiment dans ses actions ce qui délimite ses besoins personnels et son altruisme, toujours profitant de la nourriture et du toit des gens. Puis Mad Max délivre une de ses best lines. Il dit de Sanjuro que c'est un sacré numéro, du genre de ceux qui mettaient en prison avant l'apocalypse quand il était encore policier. En effet, les deux personnages sont des figures d'autorité déchues, mais le numéro n'est pas là par hasard. En fait, il fait référence au matricule des prisonniers aux États-Unis, un moyen de déshumaniser les gens. Il accuse ainsi Sanjuro de ne pas avoir de prénom, ce qui est vrai. C'est l'équivalent de son nom de famille, mais dans chaque film, il s'invente un prénom, notamment Tsubaki et Kuwabatake, en s'inspirant de ce qui se trouve autour de lui. Max l'accuse donc de ne plus être un humain, à force de commettre autant de meurtres. Il y a une ref encore plus deep d'ailleurs. Yojimbo est le film qui a littéralement créé le genre du western spaghetti des années 60, lorsque Sergio Leone s'inspire du film pour créer sa trilogie du dollar, film qui lanceront la carrière de Clint Eastwood. On arrive à la ref, dont le personnage sera connu comme l'homme sans nom, puisqu'il changera de nom à la manière de Sanjuro. C'est pas trop cool comme punchline, sérieusement. Oula, le mec est fêlé, il câble de voir son double passer en boucle à la télé. Perdu sur les ondes, croit-il vraiment faire peur à ceux qui ont résisté au passage à la couleur? Se rendant compte de la véritable folie dans laquelle est enfermé Max, Sanjuro tente d'expliquer toute cette frustration et cette tristesse présente dans le couplet de son adversaire. Il va alors mettre en parallèle deux notions qui sont très liées, à savoir l'histoire de la télévision et l'histoire du cinéma. Il va comparer la perte de repères de Max à celle que connaît le cinéma dans les années 50 aux États-Unis à cause de l'apparition de la couleur qui met à mal le cinéma, qui doit vite concurrencer tant la hausse d'audimat explose à la télévision grâce à la couleur. Et donc dans les années 60, nombreux sont les cinéastes à y recourir, sauf Akira Kurosawa qui, lui, décide de ne pas utiliser la couleur si ce n'est pas nécessaire. Ainsi Yojimbo et Sanjuro sont tous deux en noir et blanc. Ici, Sanjuro se sert de ce moment pour jouer sur les mots, en employant le champ lexical de la télévision, câblé, les ondes, etc., pour se mettre lui en valeur, enfin en couleur sur cette fin de couplet, pour montrer que lui s'adapte beaucoup mieux que ce pauvre Max, remplacé par son nouveau lui-même, présent partout et notamment sur les télévisions. Cocasse, lorsque l'on sait que Fury Road est le premier film Mad Max à autant accorder d'importance à la direction photo, comptant notamment sur les couleurs. J'aurais dû faire une rêve, je me rends compte, parce qu'il existe une version chromée, c'est-à-dire noir et blanc, du film Mad Max Fury Road, ce que je trouve complètement con parce que le film utilise très bien la couleur. Ça, c'est une line qu'a manqué Sanjuro, peut-être, mais je viens d'y penser là. T'as un grain, ouais, la tête dans le sable. C'est le fusil enrayé qui se moque du sabre. Comme d'hab, le gendarme se prend pour le capitaine. Le pays du soleil contre la nuit américaine. Une des meilleures strophes de ma vie, en fait. Alors, tenez-vous bien. Sanjuro confirme le grain de folie de Max et joue sur les mots, puisqu'il dit que ce n'est pas un grain de sable. Le monde de Mad Max est désertique et l'action se déroule en Australie. Ainsi, le sable, qui symbolise la solitude et l'épuisement, le désert quoi, fait partie intégrante du quotidien de Max. Il s'infiltre partout, jusque dans sa tête pour le rendre fou, jusque dans son arme pour la rendre inutilisable. Ainsi Sanjuro ironise avec poésie. Max l'a traité injustement d'égoïste et de tueur, se prenant pour une meilleure personne que lui. Il remet les pendules à l'heure avec l'image d'une arme moderne au mécanisme abîmé qui n'aura jamais l'efficacité simple d'un katana. Ce genre de raisonnement agressif, selon Sanjuro, est typique des gros studios américains. Ce qu'il va tacler très fort, je rappelle que c'est bien la Warner qui détient les droits de Mad Max, même si la production est australienne à la base. Se faisant appeler les gendarmes du monde, les Américains mènent une politique d'expansion culturelle outrageuse durant le XXe siècle, donc ça tout le monde le sait. Leur interventionnisme est proche du déni géopolitique. C'est-à-dire que les Américains, ils arrivent et ils font « Hey, je suis américain, tu veux être américain, on est cool, regarde, on a Megan Fox !» Voilà, c'est ce que j'essaye de vous dire. Ainsi, Sanjuro le rappelle à l'ordre, et il n'est pas le capitaine, celui qui dirige un bateau, mais simplement un gendarme, Max étant un ancien policier.
gendarme, policier, et le capitaine est aussi ici pour référer le RBG-13, Jack Sparrow contre Edward Kenway, très proche de celui-ci, où Kenway dit c'est l'aigle contre le moineau, Line très proche de le pays du soleil contre la nuit américaine. Et cette comparaison finale parle d'elle-même, mettant à l'honneur le Japon vis-à-vis des USA, puisque appelé le pays du soleil levant, alors que les USA ne sont que ténèbres, la nuit américaine étant un procédé cinématographique pour filmer la nuit tout en étant de jour. Vous savez, quand ils mettent le filtre bleu là, voilà. T'es malastrophe mon gars, t'es malastrophe putain. Chip et tu t'en sors avec de belles cascades. Tu te noies dans la douleur avec ton fils à l'hôpital. Les deux premiers films de Mad Max se font avec très peu de budget. Et c'est le charme des films, mais ça se voit vraiment. Ce qui est incroyable par contre, ce sont les cascades faites en voiture et à moto qui masquent vraiment ce manque de budget. Sanjuro l'accuse d'être complètement accro à la douleur vis-à-vis des cascades, depuis que son fils est mort dans la souffrance à l'hôpital suite à ses blessures dans le 1, comme un moyen d'oublier en fait. D'ailleurs, Sanjuro ne confirme la mort du gamin qu'après, avec « t'as du chemin à faire pour oublier la mort de ton môme ». Ici, il tient l'auditeur en haleine simplement en évoquant un accident, on n'en sait pas plus en fait, jusqu'à ce que les deux lines se rejoignent. Devenu muet depuis ton naufrage du tonnerre, Miller s'est filmé les bagnoles par les dialogues alors accélère. Sanjuro entre comme dans une concentration zen. Il emploie le champ lexical de l'eau, cascade, noyer, naufrage, tu connais, en jouant sur le sens de chaque terme évidemment. Ici, il parle du naufrage absolu qu'a connu la licence de Mad Max avec la sortie du troisième et dernier film avec Mel Gibson, Au-delà du dôme de tonnerre, sorti en 85. Comme Max est quasi muet dans Fury Road, Sanjuro dit que c'est parce que la honte était trop forte depuis la sortie du film, qui est vraiment une purge de V du cul. Du tonnerre est une expression pour hyperboliser une action. Ouah, c'était vraiment quelque chose du tonnerre, bah ça veut dire, ouais, c'est vraiment trop bien, incroyable. Voilà. C'est une expression donc pour hyperboliser une action, qui est ici aussi une référence au titre du film évidemment, mais aussi pour jouer avec les éléments de l'eau et de la foudre, parce que ce qui est mouillé prend plus facilement la foudre. Et pour finir, une des best punchlines de Sanjuro, George Miller, le réalisateur, sait particulièrement bien filmer les scènes d'action en voiture, mais pas particulièrement celles où c'est plus calme. Il incite donc Max à rester muet dans le rap pour en finir au plus vite. Car au virage que prend ta carrière, si ton visage fut changé, c'est à cause de la bière. Aucun film de Mad Max ne se ressemble, que ce soit dans l'ambiance, le genre ou le ton. Sanjuro l'incitait à accélérer, mais lui dit de faire quand même attention vu les virages qui l'attendent. Un autre gros virage de Mad Max fut évidemment le changement d'acteur, dernière fois qu'on y revient, où il dit que si Mel Gibson ne fut pas retenu pour le rôle, c'est à cause de ses comportements pour le moins violents qu'il a pu avoir, les traits marqués et rougeaux comme s'il était alcoolique. Il tape l'acteur et le personnage, tout aussi dans le laisser-aller en fait. Tu fonces le pied au frein pour pas écraser tes fantômes. T'as du chemin à faire pour oublier la mort de ton môme. Encore une grosse mandale dans la gueule à Max. Sanjuro continue à expliquer pourquoi Max ne fait que rouler et pourquoi il roule aussi vite. Dans sa vie, Max a connu énormément de gens qu'il a perdus, ce qui le conduit dans la folie de Fury Road. Hommes qui sont bloqués dans son esprit, sillonnant sa route. Max tente de les éviter le pied au frein. Ce que veut dire Sanjuro ici, c'est que Max fonce sans vraiment foncer. Plutôt simple à comprendre parce qu'il est retenu par son passé, notamment l'événement traumatique le plus grave, la mort de son fils. Ainsi, en disant qu'il a encore du chemin à faire avant de réussir à l'oublier, Sanjuro l'incite à continuer d'errer. Ton style punk, curé, chaîne à téton nous fait mal et t'as des envies suicidaires, mais c'est moi l'arme fatale. Les costumes des mecs des gangs dans Mad Max sont aberrants, de ridicules, c'est exactement ce que vous imagineriez si on vous demandait d'inventer des méchants post-apo motards punk. Ils sont en cuir, ils sont en moitié SM, des fois à poil, non y a rien qui va, et ce style pique et nous fait mal. À Max aussi, qui selon Sanjuro en serait devenu suicidaire. Alors ça c'est pour faire une référence à l'autre rôle emblématique de Mel Gibson, Martin Riggs dans L'arme fatale, qui est un policier prêt à tout pour mourir en mission en fait. Sauf qu'ici Sanjuro rappelle que c'est lui l'arme fatale, parce qu'il est connu dans son univers pour tuer n'importe qui en 2 coups, n'ayant jamais perdu aucun combat. Les films sont leurs Sonic mais c'est l'ennui à Fury Road. Je suis 20 ans plus vieux mais c'est les tiens qui sont des fraudes. Toujours à propos de la vitesse, Sanjuro compare le rythme des deux licences. La sienne étant beaucoup plus calme et posée que les Mad Max, cependant, rapide ne veut pas dire bien, et beaucoup de gens, moins inclus, trouvent que les films Mad Max sont très bien faits, mais peuvent sembler particulièrement redondants, voire ennuyants pour le premier, que je n'aime pas vraiment. En comparant Max à Sonic pour sa vitesse, il tape un des pires jeux de mots à propos du titre de Fury Road, une blague qui repose sur les furies, un mouvement culturel porté sur l'admiration des animaux anthropomorphiques, très mauvaise réputation sur internet. Il conclut la strophe sur un constat, Yojimbo date de 20 ans avant le tout premier Mad Max,
mais reste un pilier du cinéma et un trésor de mise en scène. Il l'accuse directement de ne pas mériter son succès. Attiré par la ferraille, tu dérivé des rails. Ta nana te manque et t'attends que la route te taille. On arrive à la fin de Sanjuro. Il joue sur l'expression tailler sa route qui signifie continuer de rouler. Cette idée est représentée par la première ligne où Max est décrit comme un pilote automatique, triste, si seul qu'il attend que la route le rende heureux, de la même manière que sa femme. C'est une façon très embellie pour expliquer une punchline qui parle de tailler une pipe. Brûle ton ego, rejoins ton pote mort par le feu. Si tu te relaves après ça, je veux bien croire en ton dieu. Sanjuro achève Mad Max en lui disant qu'après tout ce qu'il vient de dire sur lui, impossible pour l'autre de se relever et que s'il y parvient, alors le Ronin cessera d'être shintoïste et croira en tout ce que Max voudra, car impossible et impensable qu'il puisse survivre à tant de violence. Il évoque aussi l'ancien coéquipier de Max, Jim, qui meurt dans le tout premier film, brûlé à mort. Donc une fin très agressive, très nihiliste, comme s'il s'adressait à un animal au bord de la mort, à ses pieds. Je fais une pause pour dire que Sanjuro a certainement le texte que je préfère des RPG. Il brasse tellement de vent, jamais vu une tempête pareille. C'est l'heure de la vengeance et de lui rendre l'appareil. Cette partie fait référence à l'intro de Fury Road, alors que Max entend les voix de ceux qu'il a laissés derrière lui dans sa tête. Il fait un jeu de mots sur le vent brassé par Sanjuro, à tel point qu'il a déclenché une tempête. Humour, donc c'est un peu une amélioration de une V2 de la punchline sur le moteur qui fait du bruit là. Il parle tellement, il fait tellement de vent, il parle tellement pour rien dire qu'il y a une tempête de sable. Bordel, ces vieux films japonais sont les pires. C'est mou et parle énormément pour rien dire. Je veux bien te clasher, mais on connaît rien sur toi. Parce que tu restes un sale mendiant errant en pyjama. Max réveille un peu le spectateur, j'étais conscient de la durée du clash. Après cette énorme partie de Sanjuro, je trouvais amusant de lier ça à l'impression que peut donner le cinéma d'époque japonais, à savoir des films très longs, des films très bavards, que beaucoup trouvent ennuyants et rébarbatifs. Évidemment, ce n'est pas mon cas. Max l'applique également au discours de Sanjuro, sinon il n'y aurait pas vraiment de punchline, parce que j'ai conscience aussi que Sanjuro répète beaucoup de fois cette histoire de route. Donc après cette introduction, Max cherche à justifier le fait que Sanjuro possède autant d'arguments. On voit toute sa vie, contrairement au Ronin. C'est normal qu'il ait tellement de choses sur lesquelles taper pour Max. Sanjuro, on sait rien sur lui. C'est assez injuste pour Max qui le décrit simplement. Voilà, un mec qui se balade avec une arme quoi. T'es pas le meilleur du genre dans les cœurs harakiri. T'es passé au travers du corps. Ça fait longtemps que t'aurais dû t'ouvrir. Si mes fantômes parlent, les tiens te font souffrir. À partir d'ici, Max va déconstruire l'idée qu'on se fait de Sanjuro. Il commence par son film, qui même s'il est vraiment excellent, ne sera jamais considéré comme étant le meilleur Shambara de l'histoire. Shambara, c'est les films japonais à sabre. Il s'agit très souvent du film Seppuku ou Harakiri en Occident, qui est réalisé par Masaki Kobayashi, un de mes réals préférés. C'est un film beaucoup plus sombre, riche et complexe dans ses personnages et son histoire. Je trouvais intéressant de relier le cœur et le corps ici pour illustrer le déchirement corporel que représente l'acte de se faire Harakiri. Max enchaîne sur une réflexion extrêmement sombre. Il lui dit qu'il aurait dû se tuer il y a longtemps, tellement son passé est jonché de meurtres. Parce que leur différence réside là. Les fantômes qui hantent Max sont ceux des êtres chers qu'il a perdus et ressent donc des regrets. Sanjuro est lui, hanté par ses propres actes. Il ressent du remords. Remis en cause par deux boulettes, c'est chaud tout comme le bruit de poulet quand tu brises des os. Du coup on continue parce que cette strophe marche en deux temps, les 4 lines sont liées. Dans la suite de Yojimbo, Sanjuro, le personnage rencontre une noble et sa fille qui lui enseigne une leçon de vie que je développerai plus bas. En tout cas il est blessé dans son orgueil, et Sanjuro connaîtra un conflit interne très intéressant qui remettra en cause toutes ses actions dans le film, mais toutes. Max s'en moque, comme le Ronin semblait si fier. Il le compare donc au bruitage utilisé dans les films, donc les films de Sanjuro, concernant les coups de sabre qui sont portés dans les corps des adversaires. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait très peu de bruit, il y avait très peu de films qui utilisaient des bruitages pour marquer les coups de sabre donnés. Et en fait, quand on sait comment ils sont faits, eux aussi ils enlèvent pas mal dans la prestance du personnage. En fait, ils sont faits à partir de bruits de poulet cru qu'on tape et qu'on casse avec du bois. La vidéo est disponible dans les bonus du DVD, c'est hilarant, je vous jure que c'est une vraie anecdote. Donc tout ça pour décrédibiliser Sanjuro à fond. Aussi peu crédible que tes combats, ton mic est plus efficace dans son fourreau. Max arrive au cœur de l'ambiguïté du personnage de Sanjuro. Dans le deuxième film, on lui enseigne que la violence exacerbée est inutile et que le sabre est toujours plus fort dans le fourreau. C'est stylé, c'est philosophique, c'est sage, voilà. Sauf que ici, Max l'applique au micro, c'est-à-dire à ce que dit Sanjuro, car le Ronin accuse Max de ce que lui-même fait, à savoir tuer pour survivre.
C'est pour ça que Max dit que son discours est aussi crédible que ses combats, à savoir pas beaucoup, comme dit plus haut. C'est la meilleure façon du monde de dire ferme ta gueule. Range ton mic. Le seul que tu sous-estimes pas, c'est toi, vieux menteur à qui les couleurs ne vont pas. Max continue de traîner toutes les valeurs de Sanjuro dans la boue. Trop confiant en lui, il sous-estime absolument tout le monde, que ce soit paysans, autres samouraïs ou même les nobles. Ainsi, il se retrouve toujours dans des situations impossibles, comme tabassé et emprisonné à plusieurs reprises. C'est pour ça que Max l'accuse d'être un menteur, un faux professeur. Il rebondit surtout à la line de Sanjuro sur les couleurs. Lorsqu'il se colorise, il l'accuse d'être trop faux, trop fade pour la mériter, que son noir et blanc reflète ses valeurs obsolètes et révolues. Gros tricheur qui parle une strophe en trop. Tuer, c'est pas bien. Ok, Kitano. Et oui, vous l'aurez peut-être remarqué, mais Sanjuro parle plus que Mad Max dans le battle. En effet, sa première partie comporte 5 strophes, quand celle de Max en fait 4. En fait, du point de vue rythmique, c'était pour égaler avec le passage du désert que Mad Max a en termes de durée, mais c'est tout de même injuste pour Max qui, encore une fois, se sert de ça pour illustrer la mauvaise habitude de Sanjuro de toujours tout mettre à son profit, quitte à déséquilibrer le battle. Vous voyez, mes défauts ils sont calculés, putain, je suis là, je suis un dieu, je suis un dieu. Évidemment, non, hein, je suis pas... Puis il finit cette séquence de remise en question par une référence au cinéma de Takeshi Kitano. Alors Kitano est un de mes réalisateurs préférés, encore une fois, qui a pour habitude de mélanger le loufoque avec l'abstrait, le poétique avec le contemplatif, le nihilisme avec l'humour, bref, un génie absolu. Et dans plusieurs de ses films, notamment sa trilogie Yakuza qui comporte Jugatsu, Sonatine et Aniki, mais aussi dans bien d'autres comme Violent Cop et Hanabi, Kitano remet en cause l'usage illégitime de la violence, en l'exagérant, la distordant, pour qu'elle crève le cœur de tous ses personnages. Où je fais la pub de tous mes réals, j'en ai rien à foutre. Mad Max l'associe au message du film de Sanjuro, à savoir une grosse morale bien lourde sur les dangers qu'engendrent de tels comportements. Dire ça à quelqu'un qui doit tuer pour survivre comme Max, c'est un peu de se foutre de sa gueule. Mais le message concerne surtout ces films, de gros spectacles où la mort est un divertissement. Que vous soyez d'accord ou pas, vous ne pouvez pas nier le côté très boomer hippie de la critique de Sanjuro. C'est pour ça que Max répond avec une phrase ressemblant « Ok boomer ». Sans son maître, mes mort et perdu en fait. T'es l'ancêtre des mecs que je tue. Sanjuro est un ronin, ce qui signifie qu'il est un ancien samouraï qui a perdu son maître, soit par faute professionnelle, soit parce qu'il est mort. Les ronins étaient très moqués par les gens de l'époque, parce qu'ils démontraient leur incapacité à la reconversion. Ils étaient seuls, exilés, ce qui fait qu'ils formaient des bandes en fait, exactement comme les gangs qu'affronte Mad Max. Tout n'est pas foutu, tiens je t'ai fait un haïku, signé Max le fou. Max démontre sa supériorité en le clashant en haïku, la forme grammaticale utilisée par les japonais pour créer des poèmes du même nom, souvent réflexion sur un état. En fait, c'est une illustration des sentiments profonds qu'ils ne pouvaient pas exprimer par la parole parce qu'ils n'avaient pas le droit. Ils sont construits en 3 vers de 5, 7, 5 syllabes, et en signant Max le fou, soit Mad Max en français, il ironise sur cette appellation qui a clôturé la première partie de Sanjuro, quand Sanjuro disait qu'il était fou, parce qu'en fait, Max montre qu'il ne l'est absolument pas. T'es plus conservateur que ceux dans les musées, exprime des idées si tu veux mourir en guerrier. Ce mode de pensée révolu est très archaïque, beaucoup critiqué à travers le cinéma japonais, il a fait beaucoup de mal à travers l'histoire, du moins de notre point de vue occidental. Ainsi, Max joue sur le mot conservateur, ce qui signifie ne pas vouloir que les dogmes changent, et le lie au musée, puisque le directeur des musées s'appelle un conservateur. En fait, l'idée du musée illustre la vieillesse et la désuétude de ce mode de pensée qui n'aurait pas sa place ici, qui n'aurait sa place que là-bas au final. Quand il parle d'exprimer ses idées, il fait suite au haïku justement, là où Sanjuro se réserve de dire beaucoup de choses sur lui-même, simplement de comment il se sent, parce qu'il est très secret sur lui-même. Il ne révèle rien de lui-même à personne dans les films. Et pour l'anecdote, Toshiro Mifune, l'acteur légendaire qui incarne Sanjuro à l'écran, était de réputation très conservatrice, pas loin de l'extrême droite d'aujourd'hui. Oui, forcément, quand on est une star des années 60 japonaise et qu'on descend d'une lignée de samouraïs dans la vraie vie, ça m'étonne pas en fait qu'il le soit. Je vais par un aveugle, parce que ça te regardait pas dans le désert, y a pas de camélia, médite sur ça. On achève le battle avec les 2 meilleures punchlines de Mad Max, et ouais, rien que ça. La première est très facile à comprendre, même sans contexte. Le personnage de Sanjuro apparaît de façon plus ou moins officielle dans un épisode de la série de films Zatoichi, qui est un masseur aveugle très célèbre dans la culture japonaise, et en fait qui rivalise à l'épée avec lui. C'était un petit peu les 2 personnages fictifs japonais les plus puissants en termes de maniement du sabre. Donc évidemment, on voulait un versus, on voulait un Avenger du samouraï. Et dans le film Zatoichi contre Yojimbo, du coup, Mifune y incarne un garde du corps ressemblant énormément à Sanjuro, bien que nommé différemment.
Exactement comme lui, il se mêlera de ce qui ne le regardera pas et finit vaincu par l'aveugle. Ironie assez évidente, hein, on est bien d'accord. Parce que il se mêle de ce qu'il regarde pas, il est tué par un aveugle. T'as pigé? Mais ça va plus loin. Mad Max termine sur une sorte de menace qui conclut à peu près tout ce qui a été dit précédemment, mais surtout qui lit la line juste avant. Sanjuro peut se rendre où il veut, dans le désert où vit Mad Max. Il n'a absolument aucune chance vu comment il se comporte. Parce que les camélias, ce sont des fleurs qui sont très importantes pour Sanjuro. En fait, c'est la traduction exacte de Tsubaki, le prénom qu'il se choisit dans le film en voyant un arbre fleuri de camélias. Ces fleurs vont lui sauver la vie durant un stratagème très ingénieux qu'il a élaboré. C'est ça qui est important. Dans le désert, il n'y en a pas, donc pas de ruse possible, pas de possibilité de se renommer à propos de quoi que ce soit. C'est la mort qui y attend. Donc ça, oui, c'est la final line pour laquelle il fallait avoir la ref. C'est très rare pour ce battle qu'il y ait des punchlines montées uniquement sur des références obscures des œuvres, mais pour le coup, là, c'en est une. Maintenant que le texte n'a plus aucun secret pour vous, on passe à la partie sonore, une véritable analyse cette fois-ci de l'instrumental avec Zen. Bonjour, on a fait des préparatifs pour ça évidemment. J'ai commencé cette prod en septembre 2021, il faut s'en rendre compte. C'est loin, pourquoi je fais ça? Il y a eu 4 versions de la prod ou 18, je sais jamais. Commençons par le plus simple, commençons par le thème de Mad Max, de Sanjuro. Commençons par ce thème. Évidemment qui est repris de là. Stretch, et plein de conneries hein. Mais je dis pas l'horreur sur Terre. Reprenons. Après ça, il fallait créer un deuxième thème pour notre ami Sanjuro, pas Mad Max, je suis un enculé. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Évidemment, on commence par des instruments. On commence par une bells, parce qu'on a que ça à foutre. Qui plaque les accords juste. Après... notre première mélo qui est incroyable. Juste pour appuyer la première note et un petit violon. Un violon très mécanique, très machine, mais qui colle bien avec le truc en fond. Et tout le thème ensemble. Et au début de la deuxième partie, nous avons un autre petit sample trouvé je sais plus où, hein, qui est une flûte un peu japonais et tout ça, qui fait le café, hein. Avant de passer au kick et tout ça, truc important de Sanjuro, qui est aussi très important dans Dandy, mais que j'ai pas pu expliquer. Les vinyl noise, les bruits d'ambiance, qui est très utile. Ça rapporte, surtout pour Sanjuro, il fallait un côté très vieux. Ça apporte une texture en plus à la prod. C'est sympa si vous pouvez en mettre. Et évidemment des effets de transition. Et des trucs comme ça, des backspin. Des trucs comme ça, des effets vinyle il me semble, un effet vinyle. L'effet vinyle est incroyable. Et on est content, passons au kick de Sanjuro qui est plus ma spécialité les kicks que les mélodies. Débutons. Kick très simple tous les deuxièmes temps. Et vu que c'est un rythme assez lent, on peut faire un truc comme ça. Si j'avais... J'ai plus le BPM. Si c'est bon, c'est ça. Une snare, un hi-hat tous les temps. On s'emmerde pas à jouer avec les vélocités. On fait une ligne droite. Regardez, on s'en bat les couilles, on le met à fond. Il n'y a même pas de gauche-droite, on est des salopes ici. On fait pas de gauche-droite. Ok, ça coule de source. On agrémente ça d'une petite... de deux open hats.
on rajoute le kick. Très poussiéreux, très colline, très je vais aller chasser des monstres dans Hyrule. Je sais pas qu'est-ce que je veux dire. Et une basse qui n'est pas une 808, mais une basse à l'ancienne. Et concrètement, vous avez Sanjuro dans 3, 2, 1. Passons à notre ami Max. On voulait un côté mécanique à Mad Max et je crois que j'ai juste tapé Mad Max. Non, je l'ai refait. Bah, je suis un boss. Je savais pas que je l'avais refait. Bah, je suis trop fort concrètement. D'autres mélodies, on a ce pluck. Je sais pas, ça fait un peu gamin, moi j'aime bien. On a cette guitare qui vient juste plaquer une note. Et on a le meilleur truc de Mad Max, la basse. Allez, la grosse basse. Et c'est à peu près tout ce qu'on a pour Mad Max. Après il y avait le violon, mais je l'ai plus, donc c'est compliqué la vida. Passons aux drums parce que le drum ça va être le plus long à déconstruire. Déjà nous avons une snare obligée parce qu'on n'est pas des cons, une snare avec une maxi reverb parce que j'avais envie. Une maxi Valhalla Shimmer. Avec ça, tu mets des hats. Et j'ai trouvé un sample de hats. Pour une fois. Parce que d'habitude je l'ai fait. Mais j'aimais bien. Il y avait un côté un peu truc. On rajoute une note hat. Avec un petit clap aussi. Ok. Ok. Je mets une crash cinéma du pack de Isos Beats. Et on l'aime. Une crash fissure. Pour ouvrir le truc. Bam bam. L'impact. On humanise le tout avec un peu plus d'humanité parce que Mad Max fallait un truc rock. On met et on finit avec le kick qui est assez étouffé hein. Basse. Et dans le deuxième couplet, nous avons des petits drums orchestraux que j'ai trouvé sur Looperman qui est un bon site pour trouver des loops et tout ça. Ça c'est pour le pack Cashmere, c'est sympathique. Des snares. Et là, dans la première partie, là on peut retrouver un hi-hat. De la première partie il n'y avait pas de 808 et là nous avons une 808. Merci beaucoup Zen, merci. Et ben du coup il nous reste la partie montage hein. Alors beaucoup de gens m'ont demandé des tutoriels de montage. T'imagines bien que si je fais ça maintenant la vidéo dure 2 heures de plus. Donc on va pas faire ça. À la place je vais isoler les moments qui apportent des infos en plus sur le texte ou autre, comme j'avais pu faire pour Dandy contre Panty. Je ne sais pas si vous avez vu dans la description, mais une version sans sous-titres est disponible. Elle permet de bien mieux s'immerger dans l'ambiance et le visuel du battle qui a été pensé pour. Alors oui, j'ai fait une petite blague avec les sous-titres au début qui s'affichent, d'abord comme du sous-titrage de films classiques, avant de devenir celle des RBG, mais honnêtement j'analyserai surtout le battle dans la version sans sous-titres. Alors, l'intro a été entièrement créée sur Apple Motion, donc c'est l'équivalent de After Effects en fait. C'est en partie pour ça que la préparation au montage m'a pris des mois. Je voulais qu'un upgrade visuel ait lieu et puisse être remarqué. Bon, je pense que ça a été le cas et merci à vous pour vos retours. Donc ici tout ce qui est lumière et mouvement de cadre est géré par le logiciel. Ce ne sont pas les objets qui bougent mais bien la caméra qui évolue dans un environnement 3D. Vous remarquerez que le sable a beaucoup de place dans ce montage et c'est lui qui introduit Max dans quasi toutes ses apparitions. Il se plante le versus qui n'apparaît pas dans le battle, une première.
Pour rester sur le motion design, le premier plan du battle à avoir été créé est celui de l'apparition de Max, sûrement le plan le plus classique du battle d'ailleurs. Il a été lui aussi entièrement géré sur ce logiciel afin de pouvoir mieux diluer les couleurs sur le calque. Honnêtement, j'ai encore beaucoup de taf pour rendre comme je le veux exactement et pour apprendre tout le reste. Au début du battle, le ratio d'image est le même que celui du cinémascope, qui était appelé Tooscope à l'époque, du même nom que celui du studio Toho. Il était utilisé pour Yojimbo et Sanjuro notamment. C'est pourquoi l'image est aussi grainée, sale, avec l'instru un peu crade. Elle ramène tout de suite au contexte en fait du film, de quand il a été fait. Cette frame là est pour rappeler le plan original, la scène la plus connue de Yojimbo lorsqu'il marche dans la rue. D'ailleurs, rue qui est le décor utilisé ici, c'est directement l'image du film. Aucun décor n'a été créé pour ce RBG, les personnages étant des acteurs existants. C'était moins bizarre de reprendre directement des photos vu que les dessins sont très réalistes. Et très vite l'image passe en plein écran lorsque Sanjuro passe aux choses sérieuses. Je pense que vous l'aviez, mais c'est ici le drapeau japonais qu'on voit derrière Max qui se change vite en ton colorimétrique qui est associé à Sanjuro dans la vidéo. Alors normalement sa couleur de personnage est le violet sombre, qui est repris dans son titre, sous-titre et dessin, mais pour contraster avec le jaune-rouge de Mad Max, j'ai choisi pour Sanjuro d'ajouter beaucoup de bleu et de beige. Donc ce sont des couleurs que je vais attribuer à Sanjuro tout au long du battle, en tout cas jusqu'à la fin. Ici, un premier crash simulé sur un axe imaginaire. Ça n'a pas été très facile d'ajouter des obstacles pour que vous puissiez penser que la voiture roule, mais je trouve que ça marche plutôt bien. Première rencontre avec le Sanjuro rap, une demande que j'ai faite à Sind pour un peu de fantasy. On dirait un mix avec Elvis Presley, il est trop bien ce Sanjuro rap. Ça c'est le plan le plus classe, l'effet du slash du sabre là, il est juste trop cool. On retrouve du coup les teintes de bleu, hein. Ce plan en point of view est repris à la fin du battle, quand le soleil se couche sur le final de Mad Max. Sauf que cette fois-ci, on est dans la peau de Sanjuro, donc chacun a le droit à son coup de sabre. Ça c'est le Sanjuro ivre, il fait peur. Et là, on retrouve de l'eau pour encore rappeler le bleu, pour contraster avec Mad Max, mais aussi parce qu'il n'y a plus de points d'eau dans l'univers de Mad Max. C'est super ironique d'avoir collé, parce qu'il n'y a plus d'eau dans Mad Max. Le plan a de trop belles couleurs. Alors je sais pas si vous saviez, mais il y a des couleurs qui sont dites complémentaires. En fait, sur la roue chromatique des couleurs, si vous sélectionnez par exemple le rouge, eh bien son opposé se mélange parfaitement avec. C'est utilisé dans la colorisation, dans la décoration. Je me suis dit que ça pouvait peut-être être utile à quelques illustrateurs en herbe parmi vous, même les gens qui veulent faire du montage. Ici, j'instaure ce décor de mur japonais qui va être utilisé par Mad Max aussi lorsqu'il s'ouvre sur le harakiri à la fin. J'aime bien employer des décors qui se révèlent au fur et à mesure, qui sont réutilisés plus tard. Ce plan de Mad Max correspond carrément aux couleurs que vous retrouvez dans les deux premiers films. C'est exactement ça, et je pense que c'est là en fait que le montage ressemble le plus visuellement à ce qu'est Mad Max au début. La main ici est là pour rappeler le chien dans Yojimbo avec la main humaine dans la gueule. Le plan ultra glauque sur Max rappelle un peu celui de Alice dans Coraline contre Chihiro. Il a été fait de la même manière d'ailleurs. Enfin c'était surtout pour rappeler la démence qui sommeille en Max et qui finit par exploser pour toute la partie criée après. Je dis exploser parce que c'est littéralement ce qui se passe au montage. J'ai eu la chance d'avoir des illustrations exceptionnelles, notamment deux valeurs différentes de l'intercepteur de Max. Du coup, en plus de pouvoir rouler, la voiture peut nous dévoiler son habitacle, et j'ai pu faire toute une mise en scène devant le pare-brise. Même le moteur à l'avant est animé séparément. Et ça, c'est l'affiche du deuxième film de Sanjuro. Comme il parle de prison et de policiers, j'ai mis en fond une vidéo qui rappelle directement les couleurs des gyrophares. Dans cette télé qui est la même que celle du DDD Channel de Meta Knight, on peut voir l'unique visuel de Mad Max Fury Road, le fameux film avec l'autre Max. Alors ici c'est assez costaud niveau mise en scène. Comme Sanjuro dit qu'il a survécu au passage à la couleur, il passe par les canaux de rouge, vert, bleu de la télévision pour révéler sa forme en couleur par la suite. C'est important que ça passe par la télé, parce que c'est elle qui a apporté la couleur en premier, et l'effet de glitch arrive en même temps que celui de l'instru. Ici je vais m'arrêter quelques instants pour m'adresser à tous les aspirants monteurs qui aimeraient faire du rap battle ou juste de la mise en scène. Rien que cette image nous dit qui est en train de rapper. Bon d'accord, il y a Mad Max qui a les panards en l'air donc c'est forcément pas lui qui rappe, mais ce que je veux dire c'est comment l'image est construite. Vous pouvez voir deux formes quasi identiques qui la composent, le tas de sable et plus loin, immense, le mont Fuji. Deux montagnes dont une qui impose sa domination totale sur l'autre. Je fais ensuite monter légèrement le tas de sable pour une question de perspective, mais surtout pour montrer que même en montant, jamais il ne pourra atteindre le sommet du mont Fuji. Ça n'a rien à voir avec ce que dit Sanjuro ou quoi, mais j'ai pensé à bien vous le dire quand je le montais. Parce que tout est important, ce que vous décidez de mettre en valeur doit avoir un impact, ou au mieux, une signification. On maîtrise pas ce qu'il y a dans toutes les images, surtout quand on s'en sert comme décor, mais on peut les choisir. Je passe très vite sur toute cette séquence qui était la plus casse-tête à monter, simplement parce qu'elle parle d'elle-même. Mais j'aime trop comment Sanjuro arrive derrière Max et comment ça coupe sur la voiture accidentée qui explose. Il y a aussi une belle dichotomie entre la violence du monde de Mad Max qui passe en nuit américaine avec le côté très paisible du Japon, puis qui devient le calme bizarre de l'hôpital.
Ici, les virages sont littéraux. Oula. À chaque tournant, un film un peu plus pourri de la carrière de Mel Gibson. Là, on arrive à la plus grosse dinguerie visuelle. Un tonnerre retentit, les fantômes au loin qu'on aperçoit vite fait pour symboliser qu'ils sont toujours cachés derrière lui. Puis, une espèce de déchirement, introduit par Sanjuro qui va fusionner avec le décor. Sanjuro peut tout trancher, même l'esprit. Bon, la blagounette sur Fury Road avec Sonic, hein. Enchaînement de dingueries, le crash, la flamme qui se réverse, puis cette sorte de dimension d'ombre et de flamme violette. Inspiré directement de ce plan de Lone Wolf and Cub, Sanjuro marche même sur de l'eau. Oui, en fait, il parle de croire en son dieu, mais c'est presque comme si Sanjuro était devenu un dieu. Le dieu des RBG en tout cas, parce qu'il a mon meilleur texte, mon meilleur montage, un des meilleurs dessins et un de mes best flows. Si vous voulez que votre personnage soit pris dans une tempête ou simplement que les particules d'un effet fond vert lui soient apposées dessus, utilisez les effets de calque d'incrustation dont je vous ai déjà parlé. On enchaîne beaucoup de plans naturalistes avec des paysages dans lesquels est incrusté Max. J'ai tout fait pour que ce soit le plus réaliste possible. Et l'effet d'appareil photo, c'est pour faire penser à un safari, ça m'a fait rire. Plan dont je vous ai déjà parlé avec un décor du film Harakiri donc, et ici c'est une image issue de Sanjuro, les deux poulettes dont il est question sont ces deux personnages. Mamma mia, ce plan de la cigarette et des reflets de lumière, oh j'en suis si fier, j'avais pas encore fait de plan qui tournoyait, parce que j'aime bien faire ça, et donc voilà. Ralph Wiggum a été ajouté au montage parce qu'en fait à la base ça devait juste être Mad Max qui imitait Sanjuro en se moquant, mais la voix ressemblait tellement à celle de Raph des Simpsons. Et puis là c'est Takeshi, le meilleur réal, il est bien meilleur que Albert Dupontel. Je dis ça, je dis rien. On accélère, ça c'est deux ennemis du jeu vidéo Mad Max, des mutants et berserk dégueulasses, puis on passe à cette beauté. J'ai vu que certains avaient pas compris, que ça crevait le rythme du montage apparemment. C'est un peu le principe du haïku en fait, un poème qui calme l'esprit en extériorisant ses pensées, c'est un art apaisant, d'où le beau cerisier avec le texte en rose, les reflets des personnages dans l'eau, c'est complètement le principe du haïku. Les persos ici sont les trois acteurs japonais que Kurosawa a utilisés pour ses plus grands rôles. Au centre, Toshiro Mifune, donc qui joue Sanjuro, à gauche Takashi Shimura, et à droite Tatsuya Nakada est mon acteur préféré. Ils sont avec Sanjuro dans le musée, mais les deux regardent tous deux au centre. Ça permet de diriger le regard du spectateur, mais aussi de les départager si Mifune était en effet pas mal conservateur. Les deux acteurs le jugent sévèrement avec sévérité. C'est pas bien d'être conservateur. Puis on arrive au final, les yeux qui se ferment parce que aveugle, tu comprends, et qui s'ouvrent sur Zatoichi, voilà, le personnage qui recoupe Sanjuro. Le soleil, le camélia, fade out, fin. Pour les persos cachés, donc les gourdes, elles sont à 0,29 dans l'habitacle de la voiture pour la marron, à 1,40 sur certaines frames derrière ce rocher pour la rouge en fait. C'est dur à voir mais une fois que vous la voyez clignoter. Et à 2 minutes 32 sur la voiture, celle-là qui est moins facile à voir. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de Sanjuro contre Mad Max. C'est pas rien, on en est au RBG 29 les amis, 6 ans que mon émission existe. Alors je sais bien, la saison 3 aura pris 4 ans à se conclure, c'est énorme. Mais même si les mashups vous parlent pas, et que les gens dégarpissent un peu la hype des rap battles, vous êtes toujours là. Merci. On est bientôt à la fin, le RBG 30 sera le dernier. Je ne sais pas si je continuerai à faire du rap battle après. Je continuerai carrément cette chaîne bien sûr, avec du rap, mais peut-être dans une autre forme. Je pense avoir fait le tour du concept, je sais pas. L'avenir nous le dira. En tout cas, ça m'a fait trop plaisir de faire ce battle, j'ai vraiment kiffé. C'était frais, avec que du neuf, que des changements de style. C'est ça que j'aime le plus, qu'aucun battle ne se ressemble. Bref, je vous salue, et je vais monter le prochain battle. Allez, salut!